Bonjour à tous. Il y a encore quelques personnes qui vont nous rejoindre, mais on vous propose de commencer pour tenir le mieux possible le timing. Donc aujourd'hui, on vous présente un atelier autour de la durabilité et son application dans les fonds de pension. Et pour cela, nous nous sommes mis à 4. Nous sommes avec Christian Lemaire à ma gauche, qui est un membre de l'EIOPA, de l'OPSG, donc l'organisme, le groupe de travail qui conseille l'EIOPA sur ces sujets-là. Et donc, lui a un grand savoir et une vision de ce qui se passe au niveau européen, et il pourra nous apporter son éclairage sur les textes. Christian est aussi administrateur d'un fonds de pension au Luxembourg, donc a tout le côté en plus opérationnel. Et il a officié de nombreuses années dans l'industrie de l'assurance ou de la gestion d'actifs. Juste à côté, Saber Trabelsi, qui lui tient la fonction clé actuariat d'Agrica. Agrica qui a eu le bon goût de créer 2 FRPS ces 2 dernières années. Donc Saber apportera aussi un témoignage opérationnel sur les sujets de pourquoi un FRPS, quelle gestion du FRPS au quotidien et évidemment comment est-ce qu'on intègre les risques de durabilité. On a travaillé ensemble sur ces sujets-là. Et Alexandre Eby, qui est manager Galéa, qui est aussi responsable du Data Lab et donc à la tête des sujets de modélisation, de recherche, qui intègre aussi les sujets autour de la durabilité en assurance. Je remercie aussi Étienne, qui est là dans la salle, qui nous a beaucoup aidé pour préparer cette intervention. Et je vous propose de commencer. Voilà, on a un plan assez classique. Ce qu'on souhaiterait dans un premier temps, c'est dresser le panorama de la retraite professionnelle qui vient de l'Europe et qui a été plus récemment, qui a pris son essor en France. Ensuite, on présentera les différents aspects réglementaires de la durabilité. Où est-ce que la durabilité se glisse dans les textes applicables aujourd'hui et surtout les textes en révision, puisque l'EIOPA a lancé un consultation paper dont les réponses ont été remises et les décisions seront prises d'ici quelques mois. Donc là, on fera un point d'actualité. Et la dernière partie, qui sera plus quanti, puisqu'on est là au Congrès des actuaires, se fera sur les stress tests climatiques. Donc là, on parlera du stress test qui a été lancé par l'EIOPA, auquel il fallait répondre en fin d'année dernière. Et on pourra faire quelques digressions sur les stress tests que l'ACPR lance dans l'industrie de l'assurance en France. Voilà Pardon, oui. Non, on n'a pas de... donc voilà une frise assez fournie. Donc d'où vient-on quand on parle de retraite professionnelle? Donc tout a commencé en Europe avec IORP 1 en 2003, qui a été révisé en 2016 et applicable dans le droit national français depuis 2018, avec une transposition particulière. Allégée, Christian. Oui, en fait, cette directive, premièrement, un certain nombre d'États membres l'ont transposée tardivement, dont la France. Première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que la France, à la demande des assureurs, a inclus, comme vous le savez, la création d'un véhicule spécifique, les FRPS, pour notamment isoler un certain nombre d'actifs longs et leur permettre d'avoir un traitement en Solva 2 moins contraignant. Mais il est clair que ceci n'était absolument pas dans l'esprit de la directive FRPS. C'est-à-dire que la transposition a été assez nationale, ce qui arrive dans certains États membres. Et le succès des FRPS en France est aussi dû à cette transposition particulière qui s'est faite en 2 temps, je dirais, puisque la loi Pacte a élargi le périmètre des produits éligibles. Donc aujourd'hui, dans un FRPS, vous pouvez loger tous les produits de retraite, là où dans la première version, il était question de ne mettre que la retraite professionnelle collective. Ensuite, il y a une autre loi qui a participé au succès des FRPS, c'est la loi ASAP, qui a
obliger les assureurs à distinguer le fonds euro dédié à l'épargne du fonds euro dédié à la retraite. Donc dans tous les cas, puisqu'il n'y avait plus de possibilité de mutualiser les PB, le véhicule dédié à la retraite prenait tout son sens. Et évidemment, en termes quanti-réglementaires, le référentiel de marge de solvabilité FRPS était beaucoup plus adapté aux risques longs et surtout aux engagements qui sont pris en euros. Donc si on zoome sur les encours, les enjeux au niveau européen, alors la France au niveau européen, dans les IORP européens, c'est vraiment tout petit. Le principal acteur depuis que les UK sont sortis, ce sont les Pays-Bas, qui ont à peu près presque 2000 milliards d'actifs sous gestion. L'Irlande, donc on parle beaucoup puisque l'Irlande est un pays avec une industrie financière très développée, décompte le plus grand nombre de fonds de pension, mais ce sont des tout petits. Voilà, et puis donc là, bon, graphiquement, c'est une évidence que ce sont les Pays-Bas en Europe qui décident, qui sont les plus influents sur l'industrie des FRPS. Alors, je voudrais simplement rajouter, quand même, vous le savez, si vous prenez les États-Unis, si vous prenez le Canada, si vous prenez l'Australie et si vous prenez le Japon, on est dans des facteurs de 10 en termes de taille, ce qui montre que même le premier de l'Europe est petit par rapport à ces très grands acteurs, ce qui là aussi interroge, vous le savez, sur les politiques d'investissement et les politiques de retraite. Ouais. Et la France est d'autant plus petite sur ce marché-là qu'en France, la retraite est principalement gérée par répartition et de manière obligatoire. Il faut avoir en tête que la retraite supplémentaire en France, ça ne représente que 2% de l'ensemble des prestations de retraite. Donc forcément, on est sur des encours beaucoup plus petits. Donc, merci Alexandre, on zoome sur la France. On a représenté ici les encours détenus par les principaux, enfin par tous les FRPS qui ont publié leur SFCR. Donc aujourd'hui, il y a 22 agréments qui ont été donnés. Vous voyez le détail. Ça représente à peu près 150 milliards d'encours, ce qui est un peu plus que la moitié de l'encours retraite supplémentaire en France. Et un ratio de solvabilité assez confortable puisqu'on est aux environs de 260%. Saber maintenant. Ce qui est encadré en rouge, ce sont les 2 FRPS d'Agrica. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez fait le choix d'en créer un et puis un deuxième ? Merci Maud. Donc une question qui nous a été posée largement par la CPR et une première fois et une deuxième fois. Donc pourquoi un FRPS? Déjà, en fait, une première chose à avoir en tête, c'est notre contexte. Donc nous, on a un panel, je dirais, assez large de produits retraite. On fait à la fois du multi-support euro-UC et aussi les régimes en points. Et ça représente environ 80% de notre bilan. Donc c'est une évidence que pendant, je dirais, les 5 premières années environ de S2, on a largement souffert, on a biaisé quelque part notre vision de pilotage de ces régimes parce que le poids du capital, voilà, il faut le gérer en termes de politique d'investissement, etc. Et puis derrière, ce qu'on est capable de servir aux clients en termes de PB ou autres. Donc ça nous a semblé être une évidence pour nous d'envisager les FRPS comme cadre plus favorable, plus fit, même si cette gestion un peu des risques, etc., elle ne disparaît pas complètement. Hein. Il y a les 3 piliers, les tests de résistance, etc. En tout cas, ça nous a semblé être une évidence. Et d'ailleurs, on n'a même pas fait de picking quelque part ou de choix. On a logé vraiment tous les engagements retraite dans nos FRPS. Pourquoi 2 ? Il fallait largement défendre la question face à la CPR. Bon, d'abord pour être parmi les meilleurs sur le marché. Non, ce n'est pas la vraie raison. En gros, en fait, c'est pour respecter surtout et la gouvernance des entités et des produits. Peut-être en 2 mots, la gouvernance des entités, c'est qu'en fait, les régimes étaient logés dans des entités différentes.
avec des boards différents, des logiques différentes, etc. Donc il fallait préserver ces éléments-là avec des logiques aussi de distribution de dividendes qui sont spécifiques, puis le respect des spécificités des produits, parce qu'on ne pilote pas de la même manière un régime en multi-support et un régime en points. Voilà. Et la CPR, encore une fois, nous a largement challengé sur la question et nos arguments étaient recevables. Merci Saber. On peut passer à la partie suivante, la plus orientée sur le sujet de notre journée, la durabilité. Donc déjà, Christian, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte les discussions se placent au niveau européen dès qu'on aborde les sujets de durabilité en retraite professionnelle? Alors d'abord, je voudrais, merci Maud, rappeler un principe qui est basé sur le bon sens, à savoir que tout ce qui est du domaine de la durabilité et de manière plus générale, l'ESG participe aux ORSA, puisque c'est tout simplement mieux gérer des risques qui aujourd'hui sont hautement probables. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, en 2022, et j'ai fait partie des équipes qui ont travaillé auprès de l'IOPA, l'IOPA a souhaité intégrer dans ses stress tests des stress climatiques. Et je pense que l'objectif était dans un premier temps pédagogique, à savoir sensibiliser les organismes de retraite à intégrer formellement cette dimension risque. Et on le verra, je pense que ça a été vertueux et il y a encore des marges de progrès importantes à imaginer. Parallèlement, mi-2022, la Commission a travaillé sur une taxonomie ESG. Une taxonomie qui est éminemment complexe, parfois assez théorique, qui intègre plus de E que de S et de G, mais qui a là encore une première vertu, c'est d'essayer de structurer un certain nombre de choses. Et puis, dernier élément, comme vous le savez, il y a maintenant obligation pour les sociétés d'une certaine taille à communiquer tant dans leur rapport de gestion vis-à-vis de leurs parties prenantes, mais également vis-à-vis des autorités de supervision, des informations extra-financières. Et on verra tout à l'heure quels sont les enjeux liés à ces obligations. En tout état de cause, c'est un mouvement lourd qui va être structurant. Et par ailleurs, la réflexion de la Commission est de dire, pour faire changer les comportements, un des acteurs importants, ce sont les asset owners. C'est-à-dire ceux qui détiennent des actifs, en changeant leur allocation, vont avoir un rôle, entre guillemets, d'incitation. Alors, je voudrais simplement rajouter une chose sur laquelle je crois beaucoup. Ne parlons pas d'exclusion. Soyons sur ce qu'on appelle les best in class, c'est-à-dire récompensons les meilleurs et essayons de travailler avec ceux qui ne fonctionnent pas bien pour qu'ils s'améliorent. L'exclusion a toujours été négative, qu'elle soit pour l'aspect réglementaire ou pour l'aspect économique, pour l'aspect sociétal. Donc ça, c'est un message très fort que je veux faire passer. Merci. Voilà, le support qui est projeté rappelle les exigences actuelles dans la directive IORP 2 en matière de durabilité. Il y a peu de contraintes aujourd'hui. On a plutôt des possibilités ou des possibilités de prendre en compte, par exemple dans les politiques d'investissement ou dans la gestion des risques, une incitation à prendre en compte les critères de durabilité, mais pas d'obligation. Ce qu'on peut souligner, c'est plutôt que les États membres imposent au FRPS de poser la question et d'informer leurs affiliés sur le critère durable vers des actifs financiers dans lesquels ils investissent. Ça, c'est aujourd'hui. Là, le consultation paper là, qui est paru et dont les réponses ont déjà été apportées il y a quelques semaines, avait un objectif beaucoup plus large que la durabilité, puisqu'il s'agissait de faire évoluer la réglementation, la directive, afin d'harmoniser les règles entre les différents pays, sans toutefois imposer une convergence totale, puisqu'aujourd'hui, les FRPS, enfin les fonds de pension, comptabilisent en comptabilité nationale.
Donc il y a tout un tas de sujets qui sont abordés dans la consultation. Et sur les aspects de durabilité, il y a 4 grands sujets qui sont portés. C'est d'essayer d'inciter aux décisions d'investissement plus responsables, d'être en mesure de mesurer les impacts de la stratégie d'investissement du FRPS, de prendre en compte les préférences des bénéficiaires sur ces enjeux, donc d'être en mesure de les informer, de collecter l'information et d'en tenir compte, et évidemment, comme disait Christian, de soutenir la transition. Enfin, ce sont bien les asset owners qui sont là pour aiguiller les investissements futurs. Christian, dans quelques semaines, du coup, la directive sera révisée. Est-ce que tu peux nous donner une tendance de ce qui va se passer ? Merci Maude. En fait, premièrement, cette transposition va être à minima. Donc je pense que si on voulait être entre guillemets un peu coquin, on dirait qu'on va avoir une directive 2.5, mais en tout cas, à mon avis, pas une directive 3. Pourquoi ? Parce que premièrement, cette directive était déjà assez développée. La deuxième chose, vous imaginez que la Commission a aujourd'hui d'autres priorités. La Commission, c'est un organe proche des politiques, et les politiques aujourd'hui sont beaucoup plus préoccupés par l'inflation et par la hausse des taux d'intérêt, par exemple. Ceci étant, il y a, je pense, 2 remarques à faire sur le bilan que l'on peut faire de IORP2. Premier bilan, il y a une partie qui vous concerne peut-être peu, si vous n'êtes qu'en France, c'est la partie cross-border, c'est-à-dire la partie transfrontalière. Cette partie était vraiment ce qui a insufflé la directive pour créer des organismes comme celui que j'ai l'honneur d'être administrateur au Luxembourg, qui sont des organismes cross-border, des organismes transfrontaliers. Eh bien, force est de constater que pour des raisons nationalistes, la plupart des pays ne veulent pas que des concurrents viennent sur leur territoire. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a quasiment qu'un nombre très, très limité d'organismes de pension transfrontaliers. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, une des raisons, mais qui est quand même une raison qui peut être challengée, c'est comme vous le savez, en Europe, les États membres sont souverains en matière de social and labor law, tout le droit du travail, et en matière de taxation. Et il est clair que l'épargne longue procède dans une certaine mesure de ces 2 éléments-là. Néanmoins, c'est un immense échec, et là, l'Europe n'a pas su inciter les États membres à passer outre leurs intérêts nationaux. Donc voilà, une directive à minima. Merci, Christian. Et Saber, est-ce que tu peux nous dire, dans la gestion des FRPS, à quel niveau vous intégrez la durabilité dans votre quotidien, dans vos rapports ? Alors, on en parle, je dirais, à 3 niveaux différents. Donc, public, régulateur et interne. Donc, sur le plan communication publique, je dirais, en fait, les références sont les mêmes à peu près que les autres, à savoir le rapport dédié au SFDR, le rapport dédié à l'article 29 de la loi énergie-climat. Et je dirais que la partie la plus mature, la communication la plus mature, c'est celle qui porte sur la partie active. C'est sans aucune surprise pour tout le monde. Et évidemment, la facilité vient du fait qu'on peut s'appuyer sur des acteurs qui ont de l'ancienneté sur le sujet, à savoir les gestionnaires d'actifs, qui sont confrontés à la thématique quelques années plus tôt que les assureurs, je dirais. Donc ça, c'est le plan sur la partie un peu publique. Je toucherai un mot, peut-être juste le SFCR très rapidement, mais vous allez en parler tout à l'heure, je pense. Voilà, la communication dans les SFCR, pour le moment, reste un peu timide, mais on essaie de toucher quelques mots. Voilà. Ensuite, sur le plan communication avec le régulateur, je dirais la référence intéressante qui se rajoute, c'est la communication au sein de l'ORSA. Et donc là, pareil, si je fais un peu un état des lieux de comment ça avance, pour le moment, on est beaucoup sur le quali, comment l'adresser, quelle cartographie des risques, quels impacts, etc., etc. Ramener ça à une vraie réflexion constructive liée à notre propre profil de risque
et non pas aller chercher des messages un peu stéréotypés qui existent sur le risque. Et évidemment, on a encore des démarches à franchir sur tout ce qui est scénario, quanti, etc., etc. Troisième niveau, pour finir là-dessus par rapport à la question, c'est la communication interne. Donc, sur l'interne, on a un enjeu de pouvoir adresser, je fais aussi le lien avec ce que disait Christian, de comment bien adresser les 3 lettres de l'ESG. Parce qu'on est beaucoup sur l'économique, et en fait, par terrain de facilité, etc. Donc, l'objectif, c'est d'adresser les 3 lettres, et pour l'adresser convenablement, sans surprise, on fait beaucoup de veille réglementaire, bonnes pratiques de marché, etc. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par la formation, à la fois pour les équipes opérationnelles, sur toutes vraiment les directions, hein, et aussi pour les administrateurs. Parce que c'est le nerf de la guerre, s'il y a une conviction forte et une vraie prise de conscience au niveau des administrateurs, du board, etc., ça va descendre forcément. Voilà. Merci. Oui, ce que tu disais sur la timidité du sujet dans les SFCR, on l'a aussi constaté, on s'est prêté au jeu de faire un petit camembert. En effet, dans le SFCR, le risque de durabilité est peu abordé. Maintenant, comme tu le dis aussi, ce n'est pas tout à fait sa place non plus, puisqu'il y a des rapports dédiés à ça, et puis, voilà, public ou pas, donc l'article 29 public, l'ORSA qui ne l'est pas. Alors, oui, Christian, un commentaire. Non, en fait, pour rebondir sur ce que disait Saber, on parle de ESG, mais quand on regarde la réalité, on parle beaucoup plus de E que de S et de G. Et comme vous le savez, c'est quand même 3 composantes qui sont de plus en plus liées. On ne peut pas traiter le E s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. On ne peut pas avoir de l'ESG sans bonne gouvernance. On ne peut pas considérer qu'une activité clean qui va détruire des emplois est totalement clean. Donc vous voyez que ça nécessite ce que j'appelle une approche holistique, une réflexion systémique. Après, moi j'ai passé 20 ans dans un très grand groupe financier international, et pendant 10 ans je me suis occupé notamment d'inclure en amont de ces aspects réglementaires des notations internes ESG, et donc avec un gros travail d'analyse, de réflexion et surtout d'implémentation. Et là, on y reviendra, c'est le terrain qui nous apprend beaucoup de choses. Et qu'est-ce que l'on remarque aujourd'hui ? Une première remarque, c'est que les agences de notation extra-financières ont été progressivement rachetées par des groupes anglo-saxons. Alors, ça pose 2 questions. Première question qui aujourd'hui commence à émerger, mais que j'évoquais depuis quelques années auprès de la Commission, c'est celui de la souveraineté. Peut-on dépendre de tiers extérieurs pour des notations ? Une deuxième interrogation, et je vais prendre un exemple concret, je pense qu'Amazon aux États-Unis est considéré comme vertueux, parce qu'il donne de l'emploi à des gens qui n'ont pas d'emploi. En Europe, on considère que ces emplois sont précaires. Amazon, quand il est en Islande et qu'il produit de l'énergie, utilise des vapeurs de sous-sol pour ses data centers, on considère que c'est vertueux. Quand vous interrogez les Islandais, ils considèrent qu'on est en train de détruire leur pays. Donc vous voyez qu'on peut avoir des visions différentes, et là encore, ça pose un enjeu. Ça pose un enjeu qui est triple à mon avis. Premièrement, la disponibilité. Il y a de la data qui n'est pas disponible. Comment je remonte une information si elle n'est pas disponible ? Deuxièmement, vous avez deuxième enjeu qui est la fiabilité. Au-delà de ce que je viens de dire, certaines données ne sont pas véritablement documentées et fiables. Et puis troisième enjeu, c'est la cohérence des données. Vous pouvez avoir 2 sources de données contradictoires. Comment traite-t-on ? Donc vous voyez qu'on est dans une immense complexité, et c'est pour ça que je pense qu'on y reviendra. Nos clients souhaitent qu'on les accompagne, qu'on les conseille, parce que effectivement, souvent, le diable est dans les détails. Après, ce que je voudrais souligner également, c'est que tout ceci a un coût. Et ce coût, malgré tout ce que l'on peut indiquer, c'est toujours le détenteur final de l'actif qui paye, c'est-à-dire le retraité.
dans des situations où le retraité recherche aujourd'hui un rendement plus important. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux majeurs derrière l'opérabilité de ces réglementations. Nous apprenons en marchant, mais il est clair qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour arriver à quelque chose qui soit, je dirais, efficace. Parce que, in fine, si on est en seule réflexion, c'est de remplir des cases et de remonter du reporting, je pense que globalement, nous savons le faire. Mais ça doit être un outil d'anticipation, de réflexion, tourné vers un plan d'action. Et c'est ça, à mon avis, qui est important. Prenons un petit peu l'hélicoptère et essayons d'aller au-delà des exigences de reporting qui nous sont demandées. Merci. Quand on doit intégrer de toute façon dans une gestion de risque, le risque, quel qu'il soit, mais là le risque de durabilité, l'actuaire ou le gestionnaire de risque se pose tout un tas de questions. Il faut identifier les risques et puis ensuite être en mesure de mesurer leur matérialité. Alors pour ça, souvent on utilise une matrice, une matrice qui permet de quantifier les risques. Il faut savoir qu'il y en a quelques-unes qui ont été proposées par les IOPA ou par même l'Institut des actuaires anglais. Et on propose de les faire sur mesure, à la fois pour le risque retraite et pour nos sujets français. Saber, toi qui es en charge du coup de ces sujets-là chez Agrica, est-ce que tu veux témoigner ? Oui, alors pour commencer par une note positive, c'est toujours mieux. Un actuaire, quand on le dote d'une cartographie des risques sur un risque émergent où on ne sait pas par où commencer, il est toujours ravi. Sans attaquer le mais, avant d'attaquer le mais, je dirais, je suis ravi, ça donne une première lecture qui est toujours utile, intéressante, on sait par où commencer, c'est défendable, c'est une référence prestigieuse, IOPA ou l'Institut des actuaires au UK, etc. Maintenant, on est là aussi pour avoir une lecture critique, etc. Peut-être 2-3 idées rapides où j'étais un peu interrogatif, c'est... en fait, le découpage déjà de la cartographie est très volatile, différent. Je prends un exemple très simple. Est-ce qu'on distingue 3 risques: physique, transition, responsabilité, ou est-ce qu'on n'a que 2 blocs? Voilà, donc en fait, il y a des lectures très différentes. Là, je ne peux pas me retourner, sinon je ne vais plus vous adresser la parole. Mais en fait, vous voyez, il y a des lectures qui sont différentes de base. On parle d'une cartographie avec un niveau 1, 2, 3, etc. C'est assez compliqué. Deuxième exemple, et là, je vais me concentrer sur la matrice qui est à votre gauche, à ma droite, mais à votre gauche. Si vous prenez le risque physique, alors il y a un très beau découpage. On a réfléchi, hein. Et il y a 12 cases en tout, actif-passif. Et au final, pour dire, quasiment rien n'est matériel. Il y a une seule case. Donc, si je fais abstraction de ça, moi, j'étais un peu déçu. C'est-à-dire que je me dis tout ça pour ça. Et si je me concentre sur la partie actif, finalement, on a bien découpé, mais non matériel. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, quand on réfléchit, d'ailleurs, je vous donne la critique est facile, hein, mais je vous donne quand même des exemples concrets. Que penser de l'investissement dans les forêts? C'est un vrai sujet aujourd'hui, notamment pour des acteurs comme nous. Donc, le risque physique, si j'ai la bonne lecture et la bonne définition de ce risque-là, les forêts, je pense, c'est maintenant et tout de suite. C'est pas, on est en train de parler de ce risque maintenant, ce n'est pas un risque de transition dans 10-20 ans. Donc, avoir une matrice européenne qui nous dit pas de problème non matériel partout sur l'actif, il faut avoir un regard critique. Un deuxième exemple, pareil, criant, on voit le risque de transition, qui est le risque long terme, etc. Je ne vais pas vous rappeler la définition. À votre droite, donc sur la partie passif, pas de problème. Il n'y a même pas de matérialité à mesurer. Ne réfléchissez pas, s'il vous plaît, il n'y a rien. Donc, moi, ça me pose aussi problème. Je vous donne 2 contre-exemples pour le coup. Et le risque de rachat et la sensibilité à la courbe de taux qui va être largement chamboulée par la transition écologique. Voilà, c'était juste une lecture pour réfléchir. Encore une fois, je reboucle avec mon premier constat. Je remercie tous ceux qui réfléchissent à ces sujets-là parce qu'on a besoin, et je pense on en parlera à la fin, d'une grille de lecture. Voilà.
Merci. Je vous propose maintenant de passer à une application très concrète, puisque l'EIOPA a publié un exercice climatique auquel l'industrie des fonds de pension a répondu largement, puisqu'il y a 190 répondants. Donc Alexandre va nous présenter le stress test, et donc on l'a appliqué au portefeuille d'Agrica, et donc ça pourrait être commenté par la suite. Ah oui, en effet, l'EIOPA a lancé en 2022 son premier stress test climatique qui a pour but d'évaluer l'exposition des IRP européens au changement climatique et aux divers risques environnementaux, et d'évaluer également la solidité financière de ces IRP face à ces risques-là. Donc pour ceci, il y a un scénario adverse qui a été réalisé par l'EIOPA en collaboration avec le Comité européen du risque systémique et la BCE, et qui est basé sur le scénario de transition retardée du NGFS, pour Network for Greening the Financial System. Et donc ce scénario de retard suppose donc un retard dans les réactions politiques face au changement climatique, et donc un retard dans la transition vers une économie plus bas carbone qui permettrait de respecter l'accord de Paris. Et donc ce scénario retardé, ou qu'on appelle aussi désordonné, dans ce scénario retardé, les nouvelles politiques climatiques qui permettront de respecter l'accord de Paris et donc de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés ne seraient introduites qu'à partir de 2030, ce qui suppose donc qu'à partir de 2030 et seulement à partir de 2030, on va avoir une hausse brutale du prix du carbone qui va impacter l'économie générale et donc faire chuter les marchés financiers, et notamment pour les actions et les obligations corporate qui vont dépendre des secteurs les plus dépendants, en tout cas les plus émetteurs de carbone. Ensuite, les calibrages supplémentaires qui ont été réalisés par l'EIOPA suite à ces scénarios du NGFS, ils ont pour objectif d'anticiper les 3 premières années de choc de transition retardée, donc les années 2031 à 2033, en 2022, pour appliquer un choc instantané en 2022. Donc ce scénario adverse, finalement, ne tient pas compte de la reprise économique et des bienfaits qui devraient en découler donc après 2033, compte tenu de l'horizon temporel qui a été choisi par l'EIOPA. Et dans le même esprit, l'EIOPA a choisi de ne pas modéliser de risques physiques, puisqu'ils sont supposés ne pas se matérialiser, en tout cas pleinement, dans la fenêtre qui a été retenue par l'EIOPA. Donc ensuite, pour les méthodologies d'évaluation de ces chocs, les méthodologies d'évaluation sont basées donc sur une approche bilan, à la fois sur le bilan national, donc, qui va dépendre des réglementations locales, et à la fois sur le bilan commun. Donc là, on parle de common balance sheet. Donc il y a un bilan market consistent qui a été développé, dont la méthodologie a été développée par l'EIOPA, et qui permet d'évaluer les actifs en valeur de marché et les passifs actualisés à la courbe des taux sans risque. Et ce bilan devrait normalement permettre, en tout cas c'est pour ça qu'il a été mis en place, devrait permettre la comparaison des résultats de ces chocs sur les différents IRP européens. Voilà. Maintenant, si on s'intéresse aux facteurs de risque qui sont soumis au choc de l'EIOPA, on retrouve les principaux instruments financiers, donc les courbes des taux sans risque et souverains, les spreads de crédit, le prix des actions et le prix de l'immobilier. Et donc l'intensité de ces chocs va dépendre de plusieurs paramètres. Et on vous propose justement ici de vous expliquer la méthodologie d'application de ces différents chocs sur l'actif en valeur de marché. Donc d'abord, le choc des taux souverains va dépendre, en plus forcément de la maturité, va dépendre du pays, et donc va permettre de choquer la valeur de marché des obligations souveraines
par pays d'émission. Pour choquer la valeur de marché des obligations corporate, on va se baser sur un double choc, la somme de deux chocs. Le choc sur les taux sans risque, qui va être donc un choc par devise, et le choc sur les spreads de crédit, qui va être là un choc par secteur d'activité, qu'on représente ici, qui a été représenté par le code NAS, qui est la nomenclature européenne des secteurs d'activité. Et donc la valeur de marché des obligations corpo va dépendre à la fois du secteur d'activité et à la fois de la devise. Ensuite, pour le choc du prix des actions, c'est des chocs qui sont donc relatifs et qui vont dépendre uniquement du secteur d'activité. Et pour le prix de l'immobilier, ça va dépendre du pays de la construction et de l'usage qu'en fait le propriétaire, soit commercial, soit résidentiel. Voilà. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est d'illustrer un petit peu ces chocs-là et de regarder un peu leur distribution selon tous ces paramètres. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps aux chocs qui dépendent donc du secteur d'activité, donc là, il n'y a pas vraiment de surprise. On retrouve les secteurs, les secteurs qui sont le plus choqués sont bien les secteurs qui dépendent fortement du carbone et qui sont donc le plus émetteurs de carbone, avec par exemple une chute des actions de près de 40% dans l'industrie de l'extraction. Les autres secteurs qui sont les plus impactés sont le secteur du raffinage, la production d'électricité et de gaz, les transports terrestres et aériens, la métallurgie, l'industrie automobile, etc. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une vraie homogénéité entre les chocs sur les actions et les chocs sur les spreads de crédit par secteur d'activité, ce qui est plutôt logique. Après, on s'intéresse plus aux chocs sur les courbes des taux. Donc là, on représente en bas à droite les niveaux de ces chocs, donc qui sont des chocs absolus pour les maturités 10 ans sur les taux sans risque et sur les taux souverains. Déjà, deux choses qu'il faut savoir, c'est que les chocs sont principalement choqués à la hausse, avec une tendance à un impact un peu plus important sur les taux souverains que les taux sans risque. Mais quand même, à la vue de ces chocs, on peut faire on vous fait part de notre rapport d'étonnement quand on a vu ces chocs-là. Le premier, c'est qu'il y a certains chocs qui sont négatifs, avec pour certains pays une baisse, pour certains pays et certaines devises, une baisse de la courbe des taux. Par exemple, c'est le cas pour la Roumanie, pardon. Donc, ce qui signifierait une hausse des actifs qui en dépendent. Et on remarque aussi, là pour le coup, une hétérogénéité entre le niveau des chocs sur les taux souverains et le niveau des chocs sur les taux sans risque. Maintenant, si on regarde un peu plus les chocs sur l'immobilier, donc là, c'est des chocs, il faut savoir, qui sont beaucoup moins matériels, beaucoup moins impactants. Voilà. Ce qu'on peut en dire très rapidement, c'est que globalement, le prix de l'immobilier est plutôt choqué à la hausse au niveau mondial, avec uniquement 8 pays qui sont soumis à un choc à la baisse, tous européens, avec la France qui va de moins 0,5% à l'Espagne qui va à moins 2%. Pareil, on peut à nouveau faire noter dans notre rapport d'étonnement, il y a certains pays qui sont extrêmement avantagés, on peut dire, par ce choc, typiquement la Chine, où on projette un choc à la hausse de l'immobilier de plus 7%, et pareil pour les États-Unis à plus 3%, voilà, ce qui peut interroger. Alexandre, ouais. Je me permets simplement, moi qui suis profondément européen, quand je vois une carte comme ça, je me dis quand même, il y a un wake-up call, vous n'avez qu'un seul pays qui est vert, c'est la Chine. Et je me demande, parce que moi c'est un de mes sujets de prédilection, géopolitiquement parlant. On va avoir un COP27 ou 28, je ne sais plus. Quels vont être les pays gagnants du réchauffement climatique? Deux grands pays, la Chine et la Russie. La Chine, pour une raison simple, c'est que l'Arctique s'ouvre, les routes de la soie, c'est moins 7 jours de transport, donc des milliards d'euros d'économie en transport. Deuxième gagnant, la Russie, puisque toute sa côte nord était bloquée. C'est pour ça d'ailleurs en partie qu'elle a annexé la Crimée, pour avoir un accès
sur l'Atlantique. Facile. Donc vous avez autour de la table 2 immenses acteurs, en tout cas l'un qui est la Chine, qui est une très grande puissance, et la Russie qui est une puissance de deuxième qualité, de deuxième taille, mais qui quand même est très très gênante aujourd'hui, qui autour de la table considèrent que le réchauffement climatique est favorable pour eux. Comment vous montez une négociation en essayant de limiter les impacts? C'est un véritable enjeu. Je ferai une deuxième remarque. Là, toujours, je pense qu'il est important de parler vrai. On se projette en 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, 2022. Donc on fait un petit tour arrière. 8 ans derrière. Il y a 8 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des discontinuités parce que ce modèle est linéaire qui s'appelait le Covid, une discontinuité absolument hallucinante. Et là, vous avez depuis 2022 une discontinuité qui est absolument hallucinante, qui s'appelle l'Ukraine. Donc on a des modèles linéaires alors que le monde est en discontinuité. Et donc c'est un vrai challenge, comment on passe de modèles linéaires à des modèles non linéaires et comment on imagine des scénarios. Donc voilà ce que je voudrais rajouter comme élément par rapport aux quelques remarques qui vous ont été faites. Et merci encore Alexandre. Maintenant, si on s'intéresse aux résultats au niveau européen de ces stress tests, donc oui, on a eu 187 réponses d'IRP européens qui représentent, je crois, 18 pays européens. Ce qu'on peut noter, donc, c'est que les IRP sont bien exposés au risque de transition, puisque le résultat de ce choc, c'est en moyenne une baisse de la valorisation des actifs de l'ordre de 13%, qui représente en euros 255 milliards. Donc qui est principalement constaté sur les actions et les obligations. Toutefois, ces résultats sont à nuancer puisque en vision commune, donc en vision common balance sheet, les passifs diminuent également puisqu'ils sont actualisés à la courbe des taux sans risque, ce qui fait qu'ils compensent une grande partie des pertes observées à l'actif. Et donc finalement, la situation financière des IRP ne se dégrade que, entre guillemets, de 3%. Donc le résultat de l'IOPA, c'est que finalement les IRP sont exposés, mais sont assez résilients face à ce risque. Voilà. Donc maintenant, comme l'a dit Maud tout à l'heure, on a travaillé avec Saber pour essayer d'estimer l'impact de ces chocs sur le portefeuille Agrica. Il va vous en parler. Merci Alexandre. Donc évidemment, notre première conclusion, c'était d'investir dans l'immobilier en Chine. Cohérent avec les politiques d'Agrica. Cohérent avec nos convictions géopolitiques. Non, plus sérieusement, je pense qu'Alexandre a très bien exposé les impacts financiers et quantitatifs. L'application sur Agrica, c'est on est dans la moyenne de ce qu'on observe sur le panel, à savoir moins de 12% à peu près de valeur d'actifs, largement compensé par le passif. Et en gros, on se retrouve avec un impact net fonds propres qui est plutôt négligeable, de l'ordre de 2 points, quelque chose comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est plutôt de partager avec vous ce que ça a apporté, cet exercice, comme valeur ajoutée en termes de réflexion, de gestion des risques, par nous. Donc, en fait, ça nous a mené à une réflexion un peu bilancielle en se disant où est-ce que j'ai mes impacts. Donc, en fait, si je commence par l'actif, c'est toujours le plus facile. On va retrouver les mêmes réflexions, les mêmes conclusions du marché. D'accord ? Donc, à part le fait que sur des engagements long terme, type retraite, on est encore plus touché par le risque de transition qui est long terme, on est à peu près dans les standards. Là où il faut être un peu plus percutant et conscient des impacts, c'est sur la partie passive qui est liée à nos engagements, à nos produits, etc. Donc, pour vous résumer très rapidement notre réflexion, c'est de se dire, aujourd'hui, le marché axe beaucoup sur les impacts, sur les acteurs et ARD. Donc MRH et auto, etc., et agriculture dans le sens vraiment assurer la production agricole, etc. On n'y est pas, nous. Nous, on est un acteur d'assurance de personnes, santé, prév, retraite. Et là, en particulier, on axe sur la retraite. Donc, en fait, on sera touché plutôt par les impacts sur la santé, l'augmentation du décès. Donc ça nous mène vers des réflexions sur la longévité, mortalité, ça dépend comment. Voilà. Et puis en fait, si on pousse la réflexion vers ce que j'appellerais moi un peu le deuxième rideau, deuxième niveau de réflexion, on a quand même des enjeux de collecte sur la partie retraite.
Parce que si on est dans un monde où il y a un vrai problème, des catastrophes de partout, des coûts, tout ne sera pas absorbé par les assureurs, par l'État, etc., il y aura moins capacité d'épargne en fait. Et ça, on n'en parle pas, je pense, souvent, ou pas assez en tout cas aujourd'hui. Nous, on se sent encore plus concernés pour le monde agricole au regard de notre population assurée. On risque de se retrouver, et on peut, hors cet atelier-là, avoir la réflexion même sur la santé et prévoyance surtout, l'arrêt de travail, etc. Il y a des réflexions très intéressantes qu'on peut avoir là-dessus, mais ce n'est pas l'objet, en tout cas, pendant cette intervention. Mais en tout cas, sur la retraite, on peut avoir un vrai impact sur la collecte, et ça, on l'oublie. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est l'intérêt d'un tel exercice de pousser la réflexion. Évidemment, si on est pressé juste de livrer notre copie, on finit par la conclusion basique de dire un pack de 2 points sur les fonds propres, merci, au revoir. Mais je pense que ce n'est pas l'objectif. Merci Saber. Ouais. Pour finir rapidement sur cette partie, là ce qu'on vous proposait, c'est de faire un petit récap comparatif entre le stress test proposé par les IOPA et le premier stress test climatique proposé par la CPR en 2020. Si on se concentre sur les points les plus importants, d'abord sur les scénarios climatiques modélisés. Pour les IOPA, comme on en a parlé, on n'a qu'un seul scénario de transition, pas de risque physique, alors que pour la CPR, on va avoir 3 scénarios de transition différents et un scénario de risque physique. Sur la modélisation du choc également, on va avoir des différences, puisque le choc de l'IOPA est un choc instantané en vision statique fin 2021, alors que la CPR demande une projection à horizon 2050 avec des constructions de bilan par pas de 5 ans en vision dynamique, donc avoir une possibilité de changer les stratégies en cours de projection. Également sur les modèles sous-jacents utilisés pour l'évaluation du risque de transition. Donc là, pour le coup, on part un peu sur les mêmes sources, c'est-à-dire les modèles Integrated Assessment Model du NGFS qui fournissent donc des variables environnementales, énergétiques et économiques, et qui découlent eux-mêmes des scénarios plus généraux socio-économiques du GIEC. Ensuite, on a un scénario NIGEM, qui est un modèle économétrique qui va permettre de retranscrire donc, les sorties des modèles NGFS avec un double objectif de les localiser à un niveau pays et ensuite de les traduire en variables financières dont on a besoin, type prix des actions, prix de l'immobilier ou courbe des taux. Voilà. Et ensuite, les calibrages supplémentaires réalisés des deux côtés sont juste des calibrages pour répondre aux besoins spécifiques des stress tests. Typiquement, pour l'IOPA, c'est d'anticiper 2031-2033 en 2022. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur les stress tests IOPA. On va passer à la conclusion. Je passe la parole à Maud. Non ? Christian, tu commenteras quand même ce qui se dit à la fois en matière quanti et puis l'importance de la communication autour de ces stress tests. Oui, absolument, parce que la communication est clé. Moi, je réfère, lors de la communication qui avait été faite à l'issue de ces stress tests par l'IOPA, ils ont émis un communiqué de presse sans consulter notamment les experts qui pourtant ils avaient choisi, et dans lequel en fait l'information clé c'était baisse de 13%, alors qu'on a vu que en fait in fine ça pouvait être que de 3%. Et donc ça a créé, ça a été repris par les médias. Évidemment, les médias s'attachent toujours aux choses un peu accrocheuses, et pas obligatoirement, pas beaucoup de temps aujourd'hui. J'ai travaillé dans les médias pendant une période de ma vie, donc je connais bien, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc on leur a dit non, c'est plus possible. Et je pense que la communication est clé. La communication est clé, pour quelle raison ? Quel est l'enjeu, à mon avis, de la durabilité ? L'enjeu de la durabilité, c'est l'enjeu de la désirabilité. Aujourd'hui, il peut y avoir d'excellentes solutions. Elles ne serviront pas si le grand public ne les adopte pas. En d'autres termes, on n'est plus sur le rationnel, on est aussi sur l'émotionnel. Et c'est absolument fondamental. Donc il faut en faire en sorte que la durabilité devienne désirable. C'est un enjeu de société, et je ne suis pas sûr que nos politiques, qui souvent
sur d'autres registres, se rendent compte que c'est la clé. On ne pourra pas, et on l'a vu avec les gilets jaunes, hein, on ne peut pas demander à des gens de faire un effort s'ils n'ont pas envie de faire cet effort, et en plus si cet effort est douloureux. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que il faut également tenir compte du fait que nous rentrons dans un monde de rareté de matière. Et ce qui veut dire que les modèles économiques, les modèles proposés sont questionnables. Je prends un exemple. Effectivement, on considère que tous les actifs dits pétroliers, gaziers, vont perdre de la valeur. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu après la crise ukrainienne ? Les cours des actions ont explosé. On a réouvert des mines de charbon. Donc, ce qui veut dire que cette vision, je dirais, un peu manichéenne, naïve, dogmatique, n'est pas adaptée au monde réel. Dernière réflexion, et je sais qu'elle est polémique, et elle a lieu au niveau européen, statut du nucléaire. Le nucléaire, aujourd'hui, est revisité avec ses problématiques. Mais en tout état de cause, on voit bien que ces éléments de crise nous amènent à revisiter l'ensemble de ces réflexions. L'objectif, in fine, c'est de faire en sorte que nous passons à du zéro carbone, bien évidemment, et que l'on diminue l'effet de serre. Par contre, il faut trouver les moyens, les chemins, et que ces outils soient des outils d'interrogation et surtout des outils de réflexion et de propositions concrètes. Et ça, c'est très, très important. En d'autres termes, les chiffres sont importants, mais l'acceptabilité, la désirabilité et l'émotion du public est très important pour que tout le monde, on arrive à résoudre ce problème immense. Oui, merci Christian. C'est exactement les enseignements qu'on tire aussi. Les stress tests qui sont un très bon outil pour apprendre, pour faire savoir, pour communiquer, donc en interne et en externe. Et on se pose évidemment la question du rôle de l'actuaire, puisqu'on est un public très concerné. Pour nous, évidemment, l'actuaire est quand même au centre de la gestion des risques dans une compagnie d'assurance, dans une société d'assurance ou de retraite professionnelle. On imagine tout à fait une fonction clé dédiée à la durabilité tenue par un actuaire qui aurait à la fois un avis sur les modèles utilisés, sur les résultats qui en sortent, sur l'estimation des risques, sur la gestion des risques qu'il faut en faire, et la communication de ces résultats-là à la fois aux décisionnaires, aux dirigeants d'une société, à ses administrateurs et évidemment aux affiliés. Saber, tu veux dire quelques mots pour la fin ? On a un petit peu débordé sur le temps. Ah bon, du tout. Non, mais très rapidement, du coup, en fait, moi, je voudrais partager avec vous, en fait, trois réflexions autour de la durabilité pour un actuaire. Moi, je trouve que le sujet est indispensable. Et c'est pas moi qui va le dire, hein. Il y a des experts, des scientifiques, des associations, des gens engagés au quotidien pour le dire, l'expliquer, mais c'est indispensable. Donc c'est à nous de comprendre que c'est indispensable dans nos travaux au quotidien. On parlait de l'ORSA, des rapports de reporting, etc. Il faut que l'actuaire puisse contribuer à ces sujets-là, sinon on risque d'être un peu has-been, comme on dit, ou dépassé, etc. Donc soyons plutôt dans les profils les plus proactifs pour prendre un peu ce virage et ne pas se retrouver en retard. Deuxième point, c'est un sujet complexe. Et c'est vrai que de par notre construction, self-esteem, tout ce qu'on veut, on a du mal à se dire c'est compliqué. Alors, on a appris à le dire un petit peu depuis le Covid. Quand on nous demande les tendances et ce que ça coûterait, etc., etc., je pense qu'il faudra être humble face à des problématiques comme ça pour dire, vous avez vu des gens quand même très intelligents qui ont sorti des cartographie où on pouvait en 30 secondes se dire il y a des grosses incohérences. Et la réalité, encore une fois, c'est pour rendre à César ce qu'est à César, on les remercie de ces réflexions parce que ça nous permet de pousser des choses quand même. Donc en fait, la complexité, il faudra l'avouer, mais ce n'est pas pour nous paralyser quelque part, il faudra au contraire nous booster à travailler. Troisième et dernier message, c'est en effet, ayons de la pratique sur cette question de durabilité pour que ça ne reste pas théorique. Donc en effet, on a évoqué cet exemple, il y a les stress tests et de l'EOPA focusés sur les FRPS et de la CPR d'une manière un peu plus large. Et je pense qu'on aura le loisir d'avoir l'opportunité de contribuer à un tel test d'ici quelques semaines. Donc profitons de ça, quitte à ne pas le faire selon les contraintes du calendrier, du régulateur et tout, faisons-le pour nous, pour mener une réflexion
Et mon dernier message là-dessus, c'est je pense que l'actuaire est un acteur légitime pour être leader sur cette thématique, parce que ma vision, c'est qu'un actuaire, en fait, c'est une sorte de, comment dire, un cumul de plusieurs casquettes. Certes, c'est un technicien, on le voit souvent comme un technicien, mais c'est aussi un gestionnaire des risques, et c'est aussi, depuis aussi le Covid et d'autres phénomènes, un communicant. On lui demande d'être communicant. Donc, en fait, essayons d'exploiter toutes ces casquettes pour un actuaire. Voilà, merci. Merci. Est-ce que, bon, on a dépassé l'heure, mais est-ce qu'il y a quelques questions? Sinon, on peut rester aussi. Ouais, effectivement, en regardant à nouveau le stress test, là, on voit que les niveaux de choc sont vraiment très faibles. Le résultat est assez maigre. Vous avez une idée s'il y a eu quand même une calibration de ces chocs avec certaines données historiques, parce qu'on peut quand même certainement trouver des cas justement qui se raccrochent à ce type de choc. Et voilà, comment a été construite en fait cette étude et notamment ces chocs? Simplement, je peux parler d'un parallèle, parce que moi, je n'ai pas participé directement à l'élaboration du modèle. J'ai participé à un modèle stochastique pour les plans d'épargne pan-européens. En fait, il faut comprendre comment fonctionne Bruxelles. Bruxelles, ce sont des experts. Ce sont des gens qui souvent sont de formation universitaire, sont des gens qui ont travaillé beaucoup dans l'administration. Je pense qu'il y a, à mon sens, besoin que des gens qui sont des acteurs de terrain, des industriels au sens plus général du terme, puissent partager avec eux. C'est bien l'objet du groupe d'experts qu'ils ont monté. Et donc, in fine, on arrive souvent à des modèles un peu trop théoriques, à des modèles un peu trop complexes. Et donc, je pense que pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est que nous voyons, que ce soit Galéa ou moi en tant que consultant, nos clients avoir un besoin qu'on les accompagne justement pour prendre du recul, mettre en perspective les choses et surtout les conseiller. Parce que, vous avez raison, il y a plein d'interrogations qui sont posées. Néanmoins, ça s'impose, puisque c'est une directive. Et c'est un stress test, et puis vous devez le faire. Mais là encore, ce qui est important, c'est que ça soit un outil de transformation, de réflexion et d'action. Et ça, c'est mon avis le plus important. Et vous avez raison, mais je pense qu'on n'arrivera jamais à un modèle parfait. Donc là, la question, c'est comment on peut faire en sorte que cette contrainte devienne une opportunité. Et je crois que c'est tout le message, c'est une fabuleuse opportunité de mieux gérer pour demain les enjeux, notamment climatiques, que tous les acteurs vont devoir affronter. Bonjour, c'est une question, alors encore pour Christian, désolée, mais comme tu connais très bien le sujet, en fait j'avais une question sur le rôle des FRPS et des fonds de pension à l'international. On a beaucoup parlé évidemment des investissements qui sont réalisés et donc l'accompagnement dans la transition climatique. Maintenant, sur l'aspect un peu social, donc le S, est-ce qu'on n'a pas un rôle sur le pension gap et donc accompagner au financement des populations un peu précaires ou qui ont des écarts assez significatifs et des très faibles revenus. Donc, quel serait le rôle finalement de ces nouveaux fonds de pension dans l'accompagnement de cette transformation? Je dis Christian, mais après, évidemment, non, mais d'abord, merci beaucoup, parce que on a le plaisir de se connaître. C'est une très, très bonne question. En fait, c'est un des ajouts qui est en train d'être fait dans la directive. Je ne l'ai pas mentionné parce qu'on était vraiment sur la partie climatique. On regarde aujourd'hui les aspects d'inclusion, les aspects de diversité, les aspects de parité, parce qu'effectivement, c'est très important. Et sur cette dimension sociale, je pense que, comme je disais, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas été assez focalisé jusqu'à maintenant. Et c'est très important de l'intégrer, parce que, quelle que soit l'activité, on le fait au service d'hommes et de femmes. Et ça, c'est une réalité. Et donc, si on oublie l'homme et la femme dans l'écosystème, on manque une composante très importante. Voilà. Je ne sais pas si certaines personnes veulent compléter.
Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.